commencé à investir en bourse à partir de 10 ans et plus sérieusement à partir de 12 ans, quoi. Je me rappelle un des premiers speaks que j'ai fait en public, c'était chez Iliad. Je suis passé entre Xavier Niel et Anthony Bourbon. Je veux dire que je faisais pas le malin, hein. Je pense que c'est quand même la tech qui a le plus changé la finance. En tant qu'investisseur, il y a une règle qui est assez connue, c'est que en gros quand on investit dans une startup, dans un entrepreneur, il a à peu près 80% de chances de se planter. Quand c'est sa troisième boîte, il a 80% de chances de réussir. Lancez-vous tôt, plantez-vous et puis comme ça votre boîte d'après elle fonctionnera. Bienvenue sur Yes ou No, là où une syllabe peut réécrire une histoire, la tienne, celle de ton entourage, d'un écosystème ou de tout un pays, comme on pourra le voir avec les différents invités semaine après semaine. Sur ce podcast, on explore ces moments où une décision, dire oui ou non, peut tout changer. Alors il faudra être clair, il faudra être transparent, pas de chichi. Tu dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. T'es prêt ? Yes. Super. Alors aujourd'hui, je reçois Jérémy Blackwell. J'accueille Jérémy, surnommé le banquier des stars de la tech. Je prends mes quelques notes pour pas me tromper sur ton parcours. Tu as construit une carrière assez singulière en accompagnant les grands entrepreneurs et investisseurs du numérique jusqu'à devenir une référence dans ton domaine. On te retrouve aussi régulièrement dans les médias où tu analyses, racontes et éclaires l'actualité de la finance et de la tech. Et tu es en train de préparer quelque chose de nouveau dont tu pourras nous parler. Alors pour démarrer, Jérémy, j'ai une petite question traditionnelle. Si tu regardes en arrière, quel est le premier yes ou no, peut-être à l'enfance ou à l'adolescence, qui a marqué ta trajectoire ou changé ta vie ? Bonjour Gilles, bonne question. Je pense que ça peut paraître un peu étrange, mais tu sais que je suis un grand passionné de bourse. Je pense que c'est peut-être les premières actions que j'ai achetées en bourse qui ont changé pas mal de choses, puisqu'elles m'ont permis finalement après d'investir dans l'immobilier, d'investir dans les startups et quelque part ont aussi un petit peu conditionné mon métier, puisque je suis devenu après conseiller en gestion de patrimoine à la base en me disant un peu comment gérer mon patrimoine que j'avais gagné en bourse, avant de penser vraiment à le faire pour les autres. C'était pour ça que j'avais fait des études de gestion de patrimoine à Dauphine. Donc je pense que c'est effectivement le fait d'être tombé un petit peu comme ça dans la finance, ou plus précisément dans la bourse, vraiment très jeune, un peu par hasard, via mon père qui me parlait de bourse parce qu'il aimait bien ça, et finalement ça intéressait un peu personne dans la famille à part, à part moi. Ouais, je pense que c'est cette passion pour la bourse qui a conditionné pas mal de choses pour plus tard, même si effectivement à l'époque je voyais plus ça comme un jeu, et je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact pour plus tard. Mais t'avais quel âge justement ? J'ai commencé à investir en bourse à partir de 10 ans et plus sérieusement à partir de 12 ans, quoi. Ah ouais, carrément. Donc vraiment jeune, ouais. Et donc tu parlais de ton père, tu as grandi avec un entourage qui t'a un peu poussé dans ce domaine ? Alors, je sais pas si on peut dire qu'il m'a poussé dans ce domaine. C'était pas du tout le métier de mon père, mais c'est quelque chose qui l'intéressait. Pas une passion aussi forte que moi j'ai pu avoir, mais en tout cas, il s'intéressait pas mal au sujet. Et c'est vrai que ma mère était plutôt, elle travaillait pas, mais était plutôt médecin. Mon frère aussi, ma soeur était trop petite. Donc, en fait, on voyait qu'il avait envie d'en parler à quelqu'un. Et du coup, même quand j'avais 8-9 ans, il me parlait de bourse de manière assez naturelle et finalement sûrement de manière assez complexe pour un enfant. Et donc ça m'avait habitué ça avait suscité en tout cas mon intérêt pour la bourse. Après, ils m'ont pas, par rapport aux études, le politiquement correct dit toujours que les parents ont poussé, etc. La réalité, c'est que mes parents ne m'ont pas tellement poussé pour les études globalement. Moi, j'avais hésité. J'ai fait Dauphine, mais j'avais été pris en école de commerce et peut-être un peu bêtement, je voulais pas y aller parce que c'était payant, alors que mes parents auraient pu me les payer, hein. Enfin, ça aurait été un sacrifice, mais ils auraient pu le faire. Je voulais pas faire d'études payantes et c'est vrai que mes parents m'ont pas du tout poussé à faire une école de commerce. J'ai pas forcément de regrets, mais on va dire que j'ai toujours été assez autonome. J'ai eu des bonnes facilités à l'école et dans mes études. J'ai pas non plus énormément travaillé, on va dire. Mais c'est vrai que parfois je me dis que j'aurais pu faire des études encore mieux en travaillant un petit peu plus, quoi.
Alors, Dauphine, c'est pas gratuit quand même, je crois. C'est pas le même prix que les écoles de commerce, hein, mais c'est pas gratuit. Ah bah alors moi à l'époque c'était vraiment rien, c'était 400 euros quoi. Enfin, Ouais, d'accord. on peut dire Ouais. que c'était gratuit quoi. Proche de zéro, ouais. Pas proche de zéro. Et il y avait une notion d'international quand même à Dauphine, où parce que la finance, c'est quand même un marché potentiellement mondial. Tu as été poussé un petit peu vers l'international. Tu me réponds yes ou no. Alors, je vais plutôt dire non. Alors oui, il y avait évidemment, on parlait de choses internationales, mais c'est vrai un de mes regrets peut-être dans la vie, c'est de ne pas avoir fait justement du tout d'études à l'étranger. J'ai pas mal de camarades qui sont partis à New York, à Londres, etc., dans le cadre de VIE notamment. Moi, je suis toujours resté en France. Je devais partir en fait, pour tout dire, je devais partir via Dauphine quand même à Boston. J'avais été accepté dans un master 2 de finance, mais je devais partir avec un ami qui lui-même travaillait à ce moment-là dans un hedge fund et avait un petit peu perdu en bourse son emprunt étudiant qui devait financer les études là-bas. Et dans le même temps, je m'étais séparé avec ma petite amie d'époque. Enfin bref, conjonction d'éléments qui n'ont rien à voir qui font que finalement je ne suis pas parti. Du coup, j'ai pas eu un gros cursus à l'international. Alors qu'effectivement, mon projet, c'était quand même plutôt d'aller partir faire des études aux États-Unis initialement. Ouais. Donc, tu es rentré dans la banque. Ton premier job a été décisif pour te dire je veux accompagner les grands acteurs d'un écosystème, par exemple. Alors, on peut dire que oui. En fait, moi, j'ai débuté. Donc, moi, je voulais plutôt faire de la gestion de portefeuille au début, mais j'ai terminé Dauphine en 2008, donc en pleine faillite de Lehman Brothers. Donc, on ne faisait plus que des stages, il n'y avait pas de CDI à ce moment-là. Donc, j'ai débuté ingénieur patrimonial à la Société Générale. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte. Donc, ingénieur patrimonial, j'intervenais pour épauler les conseils patrimoniaux pour toutes les problématiques un peu fiscales, juridiques, financières, la gestion de son mandat, tous les rendez-vous patrimoniaux un peu compliqués, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop ça, ce côté un peu support. Et ce que j'aimais vraiment, c'était rencontrer les gens, le contact client. Et donc, c'est pour ça que je suis parti au bout d'à peine un an chez HSBC pour avoir vraiment la relation en direct avec les clients et pas être un support et voir le client et puis finalement puis suivre après. Moi, je voulais vraiment continuer à le gérer, à garder le contact. Et donc, c'est en ce point que ça a été décisif pour moi. Et après, par rapport à la clientèle, euh, j'ai vu les clients que je ne voulais pas forcément, justement, et les clients qui m'intéressaient plus, qui étaient plutôt notamment des entrepreneurs avec qui j'avais plus, enfin, que je trouvais plus stimulant et avec qui je me sentais plus proche. Ouais. Alors, tu as parlé de ton père à l'origine. La plupart des invités me disent que dans leur parcours, il y a une personne qui a joué un rôle. Ça peut être un mentor, ça peut être une rencontre. Est-ce que tu as été confronté à cette situation et qu'est-ce que ça t'aurait apporté de décisif, pour reprendre le terme que tu viens d'employer? Alors, en mentor, donc moi j'ai un peu deux casquettes, on va dire, casquette investisseur, notamment en start-up, et puis la casquette plus finance, gestion de patrimoine. Pour ce qui est de la finance, moi j'ai lu énormément de bouquins et je me suis notamment énormément intéressé à Warren Buffett. Donc je ne sais pas si on peut dire que c'est un mentor, mais en tout cas, il m'a quand même pas mal guidé et inspiré dans le type de gestion que je peux avoir, notamment assez resserré sur 10, 15, 20 valeurs par exemple, ce qui n'est pas forcément ce qui est très classique, en tout cas pour ce que je fais personnellement, le style de gestion un peu à la Warren Buffett. Et après, pour les startups, on peut dire, donc j'ai commencé à investir en startup il y a peut-être 17 ans, mais j'ai vraiment accéléré la cadence vers 2020, et puis à peu près au moment du Covid, comme pas mal de personnes d'ailleurs. Et je pense qu'on peut dire que Damien Dufrétet a été un peu un mentor là-dedans. On s'est retrouvés à avoir investi ensemble dans pas mal de startups, on a pas mal discuté, pas mal échangé, on a partagé des boards. Donc je pense qu'on peut dire que Damien a été un mentor sur le sujet. Ouais. Ok, super. Depuis quelques années, on parle de toi comme le banquier des stars de la tech. C'est assez amusant comme terme. Tu peux nous dire de quoi il en retourne, les petits secrets derrière et qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver à ce statut finalement?
Ouais, bah, alors c'est vrai que moi j'ai toujours eu, en fait j'ai choisi moi-même de me spécialiser pas mal sur une clientèle d'entrepreneurs de la tech, même si après bon j'accompagne également, des gros PDG, des entrepreneurs pas du tout de la tech ou voire des salariés, des cadres dirigeants. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai choisi en fait depuis, peut-être, 15-20 ans, je fais chaque semaine deux trois déjeuners avec des entrepreneurs, donc pas mal de la tech. Donc forcément au bout de toutes ces années, j'ai accumulé un bon réseau, dans la tech et comme moi, j'investis aussi beaucoup dans les startups à titre perso, j'ai rencontré énormément de gens de cet écosystème, que j'apprécie beaucoup. Donc oui, c'est vrai en quelque sorte que j'ai beaucoup de clients, successful dans la tech. Après pour ce petit nom, c'est assez rigolo. En fait, c'est Forbes qui avait fait un article sur moi en m'appelant comme ça le banquier des stars de la tech et du coup, au début, je me suis dit: «Ouais, c'est un peu, ridicule», mais ça me faisait plus rire qu'autre chose et en fait, je me suis rendu compte que quand j'allais à des soirées d'événements, tout le monde disait: «Ah, le banquier des stars de la tech» et cetera et en fait, ça a marqué donc j'ai gardé ça un peu comme slogan un peu c'est un peu marketing, on va dire, mais c'est j'ai l'impression que ça a bien percuté et que les gens m'ont bien identifié, comme ça, finalement, c'était une bonne chose et ça correspond relativement à la réalité puisqu'effectivement, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs successful dans la tech. Ouais, mais alors pour atteindre ce statut, j'imagine, et contrairement à ce qu'on peut penser des banquiers qui sont souvent derrière un bureau, quel qu'il soit, qu'il faut sortir. Tu parlais tout à l'heure de déjeuner. Il y a des gens qui nous écoutent là, qui ont envie de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi pour toi ça a été différent. Tout le monde pourrait être le banquier des stars de la tech, mais visiblement, tu as l'air d'expliquer que tu sors beaucoup, tu te mouilles beaucoup. Je crois que tu es pas mal dans les médias aussi, tu es très actif sur LinkedIn, donc tu as une vision peut-être un peu différente de ton métier ou de comment tu dois te présenter au public. Oui, alors effectivement, moi j'ai une gestion assez proche des entrepreneurs finalement qui vont beaucoup se mettre en avant dans les médias, qui vont chercher à être visibles. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément cherché au début, mais ça s'est fait un petit peu naturellement. Mais c'est vrai que mon métier pourrait paraître, enfin, certains pourraient dire, mais Jérémy ne travaille jamais, il est tout le temps en train de déjeuner, aller à des soirées, rencontrer des gens. Bon, ça, c'est un peu la face visible. Moi, j'ai deux parties dans mon métier. C'est effectivement, on va dire, rencontrer des personnes qui peuvent devenir des clients, donc des personnes plutôt fortunées, que ce soit dans des soirées, des déjeuners, des événements. Et puis après, toute la partie conseil qu'on ne voit pas, qui est allocation d'actifs, voilà, conseil financier, juridique, fiscaux, enfin toute la partie un peu que l'on ne voit pas du tout. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté relationnel et j'adore rencontrer des gens qui sont plus intelligents que moi et en tout cas sur des domaines particuliers. Donc, je suis assez curieux par nature, voire très curieux. C'est ça qui m'a aussi attiré, je pense, quand j'étais plus jeune vers la bourse, de m'intéresser à plein de sociétés différentes, plein de secteurs différents. Donc, voilà, j'adore rencontrer des personnes qui travaillent dans des univers différents. Et après, pour le côté médiatique, c'est venu un peu tout seul. Au début, j'ai un petit peu posté sur LinkedIn plus pour m'amuser. Et puis finalement, ça a bien pris. Et maintenant, j'essaie de faire ça de manière un peu plus pro. Mais je fais toujours tout seul, sans IA. J'écris souvent mes posts à minuit, 1 heure du matin, en rentrant d'événements. Donc ça reste quand même assez authentique, je pense. Et c'est ce que les gens apprécient. Ouais. C'est vrai que tes posts sont très sympas, je les suis, je reçois les petits messages WhatsApp aussi pour m'avertir au cas où je les aurais manqués. Bravo pour ça. Par rapport à tes clients, je reste dessus, mais euh, c'est parfois des gros clients, des grosses personnalités. J'imagine que ça doit être stimulant. Est-ce que le fait de se sentir un peu redevable parce qu'ils attendent quelque chose, hein, du rendement, par exemple, c'est pas aussi un peu stressant ou au contraire, qu'est-ce que ça t'apporte finalement tous les jours? Et si tu peux faire le parallèle peut-être avec ce qui pourrait se passer pour quelqu'un d'autre dans un autre métier quand tu es confronté à cette espèce d'obligation de résultat finalement. Bah, c'est sûr qu'on a des métiers un petit peu obligation de résultat, puisque les clients nous jugent notamment sur la performance des placements, mais pas que, mais je dirais que c'est quand même le principal. Donc après, moi, j'essaie toujours de proposer à mes clients ce que moi je ferais avec leur patrimoine et dans leur situation.
J'essaie donc de me mettre à leur place. Pas forcément moi ce que je ferais, parce que moi j'aurais tendance à peut-être même prendre plus de risques par exemple, ou être encore plus sur la partie bourse par exemple, mais j'essaie vraiment de me mettre à leur place par rapport à leurs projets, par rapport à leurs contraintes. Donc c'est pour ça que en fait, le côté déjeuner, etc., qui peut paraître un peu anecdotique, ça permet vraiment de bien comprendre ce que veut un client, euh, sachant que parfois eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. En fait, il faut les faire parler pour réussir à comprendre ce qu'ils attendent comme rendement, quels risques ils acceptent de prendre ou pas. Et il y a peu de gens qui ont une idée très précise qui vont nous dire, moi je veux tant de pourcents par an avec tant de risques. En fait, il faut réussir à mesurer ça au fil de la discussion. Oui, je pense que c'est ça peut-être le plus important. Ouais. Et alors, toujours sur les clients ou même les deals, j'imagine que ça t'est arrivé de dire no à quelque chose et c'est jamais simple. Qu'est-ce qui fait que on peut se dire qu'il faut avoir la capacité à ne pas toujours dire oui finalement, à faire des choix? Ah, c'est vrai que j'ai un peu appris à dire non. Au début, j'étais un peu trop gentil, trop sympa. Je répondais un peu à tout le monde, notamment sur LinkedIn où voilà, dès qu'on est assez visible, il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour aller, ça peut être pour envoyer un CV, pour faire ci, pour faire ça, pour avoir de l'aide là-dessus. J'ai aidé beaucoup d'entrepreneurs, que je continue à aider sur des sujets un peu start-up, comment faire pour bien gérer ma levée de fonds. Est-ce que mon deck il est bien? Et effectivement, au début, j'avais un peu tendance à dire oui à tout le monde. Et puis après, c'est devenu juste ingérable parce que quand on a 100 demandes par semaine de ce type, on est obligé de faire des choix, des tris. Donc j'essaye de continuer à aider, de répondre à tout le monde, mais voilà, c'est pas toujours évident. Donc si je ne vous réponds pas, c'est juste que j'ai peut-être pas vu votre message ou que j'ai pas eu le temps. Mais donc oui, j'ai appris à dire non. Et pareil, dans les dossiers d'investissement, évidemment, bah, je dis quand même très souvent non, heureusement, sinon j'investirais dans beaucoup plus de startups. Donc, je pense que c'est important de rester sélectif et même si la personne est hyper sympa, si le projet est bien, si on n'est pas vraiment complètement convaincu, voilà, enfin, faut dire non. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, comme on dit. Et puis après, les fonds n'étant pas extensibles aussi, on est bien obligé de dire non. Hein. Ouais, bah, complètement. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Ça, c'est une belle phrase et ça marche quand même très Ça marche souvent. pour beaucoup de choses. Ouais. Pour revenir sur les médias, donc tu y es arrivé un peu par la Mhm. force des choses, sans trop le vouloir. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait que tu as été, si tu considères que c'est le cas, à l'aise? Comment tu t'es pris en main? Est-ce que c'est un espèce de média training personnel? Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui serait peut-être un peu frileux et qui pour autant pourrait avoir besoin d'y aller parce que ça peut apporter quelque chose? Alors, moi, j'ai vraiment rien fait du tout. J'ai pas pris de cours de prise de parole, j'ai pas fait de coaching, etc. En fait, tout simplement, je me suis dit, bah vas-y, quand on te propose des podcasts sympas, vas-y, des émissions sympas, vas-y. Et en fait, je me suis un peu auto-formé en faisant un peu dans le dur, quoi. Moi, ça a toujours été un peu ma technique, pas forcément beaucoup de préparation. Par contre, voilà, j'ai dû faire peut-être une vingtaine de podcasts, pas mal de passages télé aussi. Et en fait, à force de le faire, je pense que je m'améliore. Au début, d'ailleurs, je pense que j'étais pas très bon. Je sais que j'ai tendance parfois à beaucoup bouger, par exemple, ou ma voix est un peu différente. Me dit ma compagne aussi quand je parle à la télé ou par rapport à la réalité. Donc, je pense que je m'améliore en fait un peu comme un entrepreneur, hein, à force de le faire, on finit par, par y arriver. Hein, mais au début, j'avais pas forcément de prédisposition. Je me rappelle un des premiers speeches que j'ai fait en public, c'était chez Iliad. Je suis passé entre Xavier Niel et Anthony Bourbon. Bah, je veux dire que je faisais pas le malin. Hein. Deux super speakers. Et moi, j'ai mon petit speech de 3 minutes qui était un peu en plus auto-promo pour un de mes employeurs précédents. Un peu bullshit, on va dire. Donc ouais, je pense que je me suis amélioré petit à petit. Puis maintenant, je suis moins stressé et plus naturel, on va dire. Et alors, est-ce que tu crois, pour revenir à ton monde de la finance, que les banquiers ou les personnes qui évoluent dans cet univers devraient un peu plus se montrer, sortir de l'ombre, faire comme toi, pas à l'identique, mais arrêter de rester dans leur bureau pour peut-être ne serait-ce que évangéliser un petit peu la finance, votre métier? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, bah, c'est sûr que voilà, dans mon métier, c'est pas en restant dans un bureau qu'on va trouver des clients, hein. Donc, à la limite, il y a des jours où je n'ai pas au bureau. Bah, à la limite, c'est quelqu'un qui sera au bureau tout le temps, c'est presque bizarre quoi, dans ce type de métier très, très relationnel, très rencontre, très échange. Donc, oui, je pense que sortez, rencontrer des gens, ça c'est important. Après, pour le côté des prises de parole, bah, je pense que ce soit banquier ou pas, je pense qu'il ne faut pas hésiter à oser quand on a des choses à dire, à les dire, à dire vraiment ce qu'on pense, à être authentique. Après, il ne faut pas non plus parler pour parler ou pour être visible. En gros, moi, si un jour j'ai pas d'idée de post, par exemple, sur LinkedIn, j'en fais pas, je ne me prends pas la tête, quoi. Mais faut pas que ça devienne vraiment une corvée ou un automatisme. Il faut que je fasse mon poste aujourd'hui. Voilà, si on a un truc à dire, c'est important de le dire. Après, parfois, je pense que c'est bien aussi de ne rien dire. Alors tu disais quand même, faut oser, mais est-ce que ça t'est arrivé de faire une mauvaise sortie médiatique, une vraie erreur, peut-être à titre perso, et que voilà, que tu le regrettes ou qu'est-ce que tu en as appris? J'ai pas eu non, j'ai jamais eu de catastrophe dans les médias. Alors après, on m'a déjà reproché, une sortie médiatique, on va dire, mais bon, plutôt pour de mauvaises raisons, je pense, un petit peu de mauvaise foi. Mais moi, personnellement, j'ai jamais regretté, non, j'ai jamais regretté aucune sortie ou j'ai toujours été honnête et naturel dans mes interventions. Donc, non, moi, je suis libre et non, j'ai pas de regrets. Ok, je vais te poser trois questions rapides. La tech a plus changé la finance ou l'inverse, d'après toi? Est-ce que c'est la tech qui a changé la finance ou la finance qui a changé la tech? Ouais. Les deux, mais je dirais quand même que c'est plus la tech qui a changé la finance, notamment sur la partie bourse où on peut d'ailleurs le déplorer, mais c'est vrai que maintenant une grosse partie des échanges en bourse, c'est des algos, des robots et il doit y avoir peut-être 40% des échanges sur certaines valeurs qui sont faites par des robots, bien avant, bien avant l'IA, etc. Donc je pense que c'est quand même la tech qui a le plus changé la finance, même si la finance a aussi permis l'émergence de belles sociétés tech, puisqu'il faut évidemment les financer, puisque très consommatrices souvent en cash. Ouais. Ouais. Est-ce que tu prends encore des risques personnels? Je dis à titre professionnel, je dis encore parce que peut-être qu'avec l'âge, on réagit différemment. Alors, je prends toujours des risques. Au contraire, je prends peut-être même un petit peu plus de risques qu'avant, puisque bah, je ne peux pas encore donner beaucoup de détails, mais je peux déjà vous annoncer qu'après des années et beaucoup de monde qui m'ont poussé, notamment mes clients et mes amis et tous les entrepreneurs que je côtoie, voilà, je m'apprête à lancer une nouvelle page de ma carrière et à me lancer également dans l'entrepreneuriat. Ah bah écoute, c'était ma prochaine question aujourd'hui et demain. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Donc, soit tu peux en dire un petit peu plus, c'est le moment, n'hésite pas. Et, euh, et est-ce que tu conseillerais, puisque tu en es là, et c'est la première fois que tu te lances, tu conseillerais à un jeune de se lancer ou de suivre un parcours peut-être un petit peu plus classique, d'attendre, de se créer une expérience avant éventuellement de se, de se lancer dans l'entrepreneuriat? Il y a un peu les deux cas de figure. Alors, ça peut être bien, effectivement, de travailler de 3 ans dans des grands groupes, notamment dans le conseil, ce genre de groupe, parce qu'effectivement, ça apprend la rigueur, le travail, des méthodes, des process. Donc, je pense que ça peut être utile pour la suite, même après pour l'aventure entrepreneuriale. Après, moi, ce que je conseillerais quand même plutôt, et c'est beaucoup ce que me disent mes clients, mes amis entrepreneurs, ils ont souvent plutôt regretté de s'être lancés trop tard. Donc, moi, je conseillerais plutôt de se lancer rapidement, quitte à se prendre un peu des portes, des échecs, euh, et de rebondir après. Donc, moi, je conseillerais plutôt de ne pas trop attendre pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, globalement, de ne pas faire comme moi, mais de se lancer le plus tôt possible. Ah, d'ailleurs, en tant qu'investisseur, il y a une règle qui est assez connue, assez intéressante, c'est que, en gros, quand on investit dans une startup, dans un entrepreneur, il a à peu près 80% de chances de se planter. Quand c'est sa troisième boîte, il a 80% de chances de réussir. Donc,
lancez-vous tôt, plantez-vous, et puis comme ça, votre boîte d'après, elle fonctionnera. Alors, en même temps, il faut aussi avoir les moyens de se lancer. Donc, on peut aussi dire qu'il faut déjà capitaliser sur une petite expérience. Voilà, évidemment, Euh, pour réussir à à- lever des fonds, donc vaut mieux avoir un bon cursus, des bonnes études, peut-être un job avant qui permette aussi d'avoir mis un peu d'argent de côté ou d'avoir aussi du réseau, ça peut aider également. C'est pas évident de se lancer de A à Z, évidemment, mais après, moi, j'ai accompagné plein de jeunes entrepreneurs hyper talentueux qui avaient vraiment pas de réseau, pas d'argent, certains même qui étaient encore à l'école quand j'ai investi chez eux et qui ont hyper bien marché à force de travail et d'abnégation, hein. Ouais, même avoir un side project quelque part avant de se lancer, on peut imaginer ça pendant quelques temps, quelques mois ou quelques années, et ensuite on lance les choses sérieusement. C'est une possibilité. Voilà, surtout qu'en France, on est quand même pas mal aidé avec la BPI, le chômage, etc. On sait que, voilà, au pire, si vous vous lancez et que ça marche pas, voilà, vous retrouverez un travail, un CDI, vous n'aurez pas perdu votre temps, vous aurez appris des choses. Ouais, clairement. Alors, Jérémy, ma dernière question pour toi, si tu devais finalement résumer toute ta trajectoire en un seul yes ou no, celui qui a vraiment tout changé pour toi, lequel tu choisirais et pourquoi? Alors, c'est pas facile, mais je dirais que ce qui a changé pour moi, c'est les rencontres que j'ai faites. En fait, j'ai toujours adoré rencontrer plein de personnes que je trouvais intelligentes et stimulantes. Et puis finalement, j'en ai fait mon métier d'accompagner ces personnes. Donc ça s'est fait un peu naturellement sans vraiment que je réfléchisse. Parce qu'au début, je faisais des déjeuners avec des entrepreneurs alors que je pensais même pas forcément les accompagner sur la partie patrimoine autre. C'était vraiment juste pour mon plaisir. Et puis finalement, en fait, je me rends compte que mon parcours qui me paraissait pas forcément. C'était un peu. J'ai toujours un peu fait ce que j'avais envie de faire, mais il n'y avait pas forcément une ligne directrice. Et puis quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis que finalement, ça peut paraître très cohérent tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Et donc au final, je pense que faites ce que vous aimez faire. Et puis voilà, si vous aimez votre métier, ça fonctionnera bien. Et tout ce que vous faites, même si ça ne vous paraît pas forcément lié, après, c'est à vous de mettre en forme voilà, pour que tout se rejoigne. Ouais. Alors, c'est amusant ce que tu dis parce que chacun des invités du podcast, finalement, m'a quand même dit la même chose. Ah, c'est drôle. C'est la passion avant tout. Plus on se donne de mal, plus on a de chances de réussir. Et auquel cas, tout se passe bien. La valeur travail, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Bah, il faut aimer ce qu'on fait pour bien le faire déjà. Et si on le fait bien et qu'on est courageux et travailleur, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est un beau mot de la fin. Alors, merci beaucoup, Jérémy. Merci, Et Gilles. donc, à vous qui écoutez, rappelez-vous, un simple yes ou no peut faire basculer une carrière, ouvrir des portes qui étaient fermées ou fermer celles qu'on n'osait pas franchir. Mais la vraie question, c'est quand le prochain choix se présentera, est-ce qu'on dira yes ou no et quelle influence ça aura sur la suite? Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, vous pouvez nous liker, vous pouvez commenter, vous pouvez nous recommander. Également, nous proposer des invités. S'ils ont quelque chose à transmettre, nos auditeurs seront forcément ravis, nous aussi, de les rencontrer, de les accueillir et de partager toute cette masse de connaissances pour le bénéfice de tous.